Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames, messieurs qui participez de loin à nos travaux, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui ce colloque international consacré à la culture numérique. Dans quelle mesure celle-ci peut-elle servir un projet d'émancipation individuelle et collective dans le prolongement du dessein politique et philosophique des Lumières? La question est évidemment cruciale et elle commande toute notre modernité. Je me félicite donc que l'Assemblée nationale soit ainsi le lieu de rencontre et de discussion des différents acteurs concernés. Acteurs institutionnels, bien sûr, mais aussi ceux qui constituent l'écosystème économique de ce secteur en pleine expansion. À travers les tables rondes qui vont vous rassembler, l'Assemblée nationale devient une plateforme d'échange IRL, aussi bien que virtuelle grâce à la visioconférence, sur le thème des nouveaux enjeux et nouvelles pratiques que génère la culture numérique. Pour la plupart de nos concitoyens, pour nous-mêmes, le numérique est devenu, depuis le milieu des années 90, une dimension assez structurante de l'existence. Et la crise que nous avons récemment traversée n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Nécessité faisant loi, les sociétés ont eu massivement recours aux outils proposés par l'univers numérique. Ces outils et le réseau qu'ils constituent nous ont permis de continuer d'apprendre, de travailler, de communiquer, même de légiférer, malgré les périodes de confinement et en dépit de l'isolement qu'exigeait la situation sanitaire. De nouveaux modes d'existence se sont en partie substitués à des pratiques pourtant enracinées de sociabilité. Cela laissera, j'en suis convaincu, une marque durable dans nos vies et dans nos comportements. Oui, l'année 2020, d'une certaine manière, est venue consacrer le caractère désormais central de la culture numérique, sans toutefois, évidemment, faire disparaître des interrogations croissantes sur notre rapport à cet univers. Au contraire, la période qui se referme progressivement aura bien plutôt souligné l'urgence de nous interroger sur l'usage que nous voulons faire de ces nouveaux outils. S'il apparaît que nous ne pouvons plus désormais vivre sans le numérique, il est désormais urgent de nous demander comment nous voulons vivre avec lui. C'est pourquoi l'événement organisé aujourd'hui par le plus important, l'UNESCO et l'Académie des sciences morales et politiques, revêt une acuité toute particulière. Dans ces tables rondes, le colloque aborde différentes dimensions de cette problématique. Dans la première et la dernière, l'accent sera mis sur l'émancipation individuelle, permise ou empêchée d'ailleurs par les nouvelles technologies, à travers une réflexion sur l'économie de notre attention et sur l'usage éducatif du numérique. Dans les deux autres tables rondes, ce sont des aspects plus sociétaux qui seront mis en question sous l'angle de son utilisation dans le monde du travail et dans l'espace public. Revenir aux sources des Lumières, à leur définition par la philosophie, permet d'apporter un éclairage d'une grande actualité sur la conscience que nous devons acquérir des possibilités et des limites de l'usage du numérique. Selon Kant, les Lumières constituent pour l'homme la sortie de la minorité dans laquelle il se tient par sa propre faute. Cette émancipation est rendue possible par un rapport d'audace face au savoir que le poète Horace exprimait déjà dans le vers cité par Kant, Sapere aude, et qui pourrait être, selon le philosophe, la devise des Lumières, qui est une forme d'injonction, est le courage de te servir de ton propre entendement. Confronté aujourd'hui aux faits alternatifs, aux infox propagés par les réseaux sociaux, mais aussi aux biais
de confirmation et à l'effet bulle que renforcent les algorithmes et qui conduisent à nous renfermer dans nos opinions sans toujours les soumettre à la pensée critique, il nous faut sans cesse nous interroger, contester, réfléchir. Formidable instrument de la connaissance, mais également vecteur inédit de contrôle et de manipulation, le numérique est aussi ambivalent que peut l'être la pharmacopée. Il nous faut établir le bon dosage, le bon usage, pour que le numérique, sans aller jusqu'à prétendre soigner les maux de notre société, en tout cas se garde d'en devenir le poison. Car la culture numérique n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle porte en elle les germes du pire comme du meilleur, de l'asservissement comme de l'émancipation. Donc il nous reste à nous tous, ces inventeurs, ces promoteurs, ces utilisateurs, d'en dessiner les limites et les ambitions pour qu'elle demeure un outil au service de la liberté. Sur ce thème, une réflexion commune est indispensable et elle est même d'intérêt général. Et je ne doute donc pas que les discussions qui se tiendront au cours de cette journée contribuent de façon essentielle à la faire avancer. C'est pourquoi, je le disais au début de mon propos, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici et de savoir que c'est ici même à l'Assemblée nationale qu'auront lieu ces réflexions pour l'action de demain. Je vous souhaite ici même une très bonne journée et où que vous soyez ailleurs, je vous souhaite aussi une très bonne journée. Merci. Bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Richard Ferrand, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci au Président de cette belle institution d'avoir accepté de parrainer cette journée de travail sur un thème qui m'est particulièrement cher à bien des égards. Je me rappelle que dès 2017, dans un de ces moments rares où on a l'occasion de parler au président de la République, je lui faisais part de mon expérience de terrain, puisque avant d'être président de cette belle commission des affaires culturelles et de l'éducation, j'étais enseignant. Et mon dernier poste a été enseignant dans un collège qu'on appelle un collège d'éducation prioritaire à Strasbourg. Et je lui disais, il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la montée en puissance du complotisme, basé sur l'attrait qu'ont les jeunes pour les fausses informations, selon des mécanismes que l'on a depuis vraiment étudiés avec profondeur. Et j'ai à cet égard-là eu l'honneur d'être le rapporteur de la loi, dite loi contre la manipulation de l'information. Je me suis battu à l'époque pour qu'on essaye de cesser de parler de fake news. D'abord parce qu'on a une langue française qu'il faut promouvoir. Ensuite parce que quand vous parlez de fake news, vous traduisez par fausses nouvelles et que la loi que j'ai portée ne visait pas à combattre les fausses nouvelles qui sont déjà combattues par le droit français depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881, mais bien les fausses informations, parce qu'une fausse nouvelle a ceci de particulier qu'elle doit être inédite. Et aujourd'hui, le caractère inédit d'une information sur Internet, pour le prouver, est particulièrement difficile. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai continué à travailler ces derniers mois en étant l'auteur et le rapporteur de la première loi au monde qui vient placer la France à sa juste place concernant l'encadrement des enfants dits influenceurs. Un phénomène qui doit nous interpeller parce que lorsque nous nous félicitons que nos vidéos à l'Assemblée nationale sont vues par quelques milliers de personnes, lorsque le président de la République fait une audience de 30 millions de personnes en pleine pandémie, eh bien un influenceur qui influence aujourd'hui, par exemple, je vais prendre Cristiano Ronaldo, à 280 millions de followers. Et lorsqu'il prend une canette de coca et dit notre Coca-Cola but water, il est suivi par 280 millions de personnes et il faut imaginer la puissance de feu, la puissance de frappe de quelqu'un qui joue très bien au football. Et à ce titre-là, jouit d'une
une force d'attraction et donc une force d'influence qui doit nous interpeller parce que, ma foi, la concurrence pour ceux qui défendent les forces de la raison, du recul, de la prise de distance, eh bien, sont bien plus faibles. Je me permettrai de poursuivre mon propos en revenant sur l'illustration de cette photographie que vous avez choisie pour illustrer votre colloque, parce qu'elle est un assez bon résumé. Et Jean-Robert Pitt, je sais que en bon géographe, et j'ai lu beaucoup de vos ouvrages, la photographie que l'on mettait sur la première page veut souvent dire tant de choses. Bien, le numérique a sans aucun doute révolutionné l'espace-temps en faisant définitivement un espace-temps instantané. Et la dernière grande révolution de l'espace-temps, ça a été la période de la Renaissance. Et j'ai souvent expliqué à mes élèves, pour leur expliquer la période dans laquelle ils vivaient, que finalement, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, c'était un petit peu les Christophe Colomb, les Gutenberg, il y a quelques siècles. Et que l'humanité avait pris conscience d'un espace-temps tout à fait particulier avec ces grands explorateurs. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, l'espace-temps est instantané, ce qui nous donne cette impression d'avoir une Terre toute petite, fragile, dont finalement on a un petit peu peur. Cette image n'est pas forcément très rassurante. Et ça tombe bien parce que ce numérique, effectivement, s'adresse, et c'est pour ça qu'il a tant de succès auprès des gens qui sombrent dans des théories de la conspiration, le numérique, parce qu'il repose sur la viralité, repose sur finalement la base de notre système cognitif. Nous relayons, nous parlons, nous sommes frappés par ce qui nous fait peur. C'est notre instinct de survie qui parle. Et donc, par rapport à cet instinct de survie, c'est bien donc la raison qui doit finir par l'emporter. Et ce combat, il faut le mener. Nous n'avons pas d'autre choix, même si, effectivement, c'est assez vertigineux. Alors, retrouver la raison, c'est notre combat ici à l'Assemblée nationale. C'est un combat que nous voulons universel. C'est un combat qui ne doit pas nous faire oublier effectivement tous les avantages et tout ce qu'il y a à tirer du numérique. Alors ici, nous sommes dans un lieu où nous cherchons à protéger les plus faibles, nous cherchons à protéger l'état de droit, et donc nous avons tendance à souvent parler de ce qui ne va pas concernant le numérique. Alors que effectivement, les opportunités sont là aussi extraordinaires. Extraordinaires, mais je partage avec vous, et ça sera la fin de mon court propos introductif, cette interrogation qui est latente au moment où, finalement, le sensationnel aurait dû être la découverte de ce vaccin et tout le monde aurait dû se réjouir et on aurait partout partagé le progrès incroyable que représente cette technique à ARN messager, ce qu'elle peut représenter pour le futur. Et non, on voit bien que ce qui monte dans les algorithmes, c'est la peur, etc. Et donc, il faut nous battre sans discontinuer pour cela. Et c'est difficile parce que aujourd'hui, cette masse d'informations donne l'impression d'une collégialité de connaissances à l'échelle de la planète, qui vient donc percuter ce sur quoi nous avons assis notre progressisme, à savoir la collégialité des scientifiques. Et donc, ce web des Lumières doit nous permettre de combattre aujourd'hui le syndrome de Galilée, comme je l'appelle. Ce syndrome de Galilée qui veut que l'on ait raison contre les autres. Mais Galilée a eu raison contre un collège de croyants. Et aujourd'hui, il faut défendre ceux qui pensent avoir raison contre des collèges de scientifiques. Et notre rôle, je le pense, est de réfléchir à faire en sorte que, même si ça n'est pas sensationnel, la collégialité, au fond, c'est la base de notre humanisme, la collégialité doit l'emporter. Alors, je le disais, par rapport à cela, la loi ne peut pas grand-chose. Je le crains. Je le crains. Bien entendu, on peut, à la marge, peut-être s'intéresser à la question aujourd'hui du financement de la fausse information. On peut
dire qu'il faut faire de l'éducation aux médias à l'information, mais ensuite le pédagogue doit prendre le relais. Et donc, il est particulièrement important que, même si la loi en soi, par rapport à la liberté d'expression, qui nous fait marcher sur une ligne de crête, lorsqu'il s'agit de toucher aux lois qui l'encadrent, eh bien, c'est important que, même si la loi ne peut pas tout, le législateur soit en éveil et très attentif à tout ce qui peut être discuté, parce qu'au-delà de faire la loi, nous avons une parole publique forte, et j'espère que nous arriverons à faire triompher la raison. C'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui, alors que les bulles cognitives dont parlait le président Ferrand font peser sur l'humanité la menace que, enfin, peut-être, la liberté de conscience puisse être définitivement contrôlée par certains qui, s'appuyant sur des recherches algorithmiques, des recherches en sciences cognitives, assoient un enfermement algorithmique. Et l'enfermement algorithmique, c'est la fin des libertés de conscience. Donc, vous voyez que j'ai essayé d'être positif dans ma façon d'aborder les choses, mais le prisme du législateur fait que, effectivement, je finis toujours par revenir à ce pourquoi nous avons été élus, à savoir protéger les Français. Et c'est pour cela que je me réjouis que ce colloque ait une portée internationale, parce que face à ces acteurs qui, pour certains, recherchent le monopole de la pensée, eh bien, c'est bien à l'échelle internationale, pas à l'échelle de la France seule, que nous arriverons à penser les règles et à penser des méthodes pour faire triompher l'esprit des Lumières. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de travail. Nous la suivrons et nous essaierons d'en tirer, comme d'habitude, le meilleur. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Richard Ferrand, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, cher Bruno Studer, Monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information, cher Tafik Jelassi, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de me trouver virtuellement à vos côtés ce matin pour introduire les travaux que vous mènerez ensemble à l'occasion de ce colloque international pour un web des Lumières. L'ambition n'est pas mince, puisqu'il s'agit de remettre la culture numérique au service du projet d'émancipation des Lumières. Ce thème de réflexion est éminemment central et international, éminemment politique, éminemment stimulant. Merci à l'UNESCO, au programme TESACO de l'Académie des sciences morales et politiques et à l'association Le Plus Important de mobiliser des intervenants de si haut niveau, venant du monde entier, et de nous permettre de nous saisir de ces enjeux. Il y a 32 ans, lorsque Tim Berners-Lee inventait le web, ce projet portait intrinsèquement une promesse prolongeant celle des Lumières, une forme d'achèvement de l'idéal de l'encyclopédie. Chaque individu pourrait avoir accès à la totalité de la connaissance. Chaque individu pourrait avoir un accès immédiat à la parole publique. Plus d'intermédiaires entre les savoirs et les individus, plus d'intermédiaires entre l'émetteur des messages et leur récepteur. La conversation planétaire des esprits éclairés promettait une ère d'accélération de l'innovation, de progrès continu et de relèvement substantiel du niveau des débats. 30 ans après, et sans méconnaître les formidables avancées permises par le numérique, on doit dresser un constat plus nuancé. Le numérique, notamment Internet et les réseaux sociaux, est devenu un des principaux moyens par lesquels nous accédons à l'information et à la culture. C'est aussi, de manière croissante, le numérique qui produit lui-même l'information et la culture. Mieux, il oriente de plus en plus fortement, via l'économie de l'attention, notre capacité à penser par nous-mêmes et à former nos choix individuels. Il oriente aussi non seulement le contenu du débat public,
mais la nature même de l'espace public, c'est-à-dire notre capacité à délibérer et donc à former nos choix collectifs. La culture numérique est donc au XXIe siècle au cœur des batailles pour la culture, celle que l'on ne peut pas se permettre de perdre, car elle conditionne désormais non seulement l'accès à la culture dans tous les domaines, mais aussi la capacité de création culturelle elle-même. Mais certains nous alertent en particulier sur les dangers du café du commerce numérique. Les recherches les plus poussées nous montrent que les fausses nouvelles circulent beaucoup plus vite que les informations issues d'enquêtes fouillées. Certains ont cru pouvoir parler de faits alternatifs, quand la réalité contrariait simplement leur tentation de l'hubris. Des lanceurs d'alerte nous redisent aujourd'hui avec force que la haine en ligne et l'opposition des uns contre les autres sont devenus un commerce florissant. Au final, ce qui aurait dû être un espace public où la liberté de circulation des idées et des œuvres primait, se trouve soumis à une série de barrières d'octroi érigées par des acteurs privés mus par leur intérêt propre et jouant de leur position dominante. Tout cela appelle une régulation renforcée et résolue. Beaucoup a été déjà fait. Je songe à la loi contre la manipulation de l'information, aux dispositifs mis en place pour lutter contre la haine en ligne, aux droits voisins des éditeurs de presse. Les régulateurs publics prononcent des sanctions au montant croissant contre les multinationales numériques oublieuses de leurs devoirs. Nous pouvons encore progresser et les années qui viennent seront, j'en suis sûr, décisives de ce point de vue. Avec le DSA et le DMA, l'Union européenne se saisit aujourd'hui de ces enjeux centraux. Il faut sans doute aller plus loin autour d'un mot clé, la responsabilité. Elle vaut pour les émetteurs de contenu en ligne qui doivent pleinement répondre de leurs écrits dans la tradition de notre Déclaration des droits et de la loi de 1881. Elle vaut pour les plateformes en ligne. Ces dernières ne peuvent pas espérer que le métier consistant à mettre en relation des milliards d'utilisateurs avec des milliards de contenus ne s'accompagne d'obligations renforcées de modération et de vigilance. Je le crois intimement. Sans la responsabilité, la liberté peut se transformer en tyrannie. J'imagine que cette question essentielle sera abordée lors des tables rondes que vous consacrerez à la protection de notre démocratie à l'ère numérique, à l'économie de l'attention, ou encore aux potentialités que le numérique porte en lui pour l'accès à la culture des jeunes générations. Je ferai en sorte de consulter les conclusions de vos travaux. Ils nourriront, j'en suis sûr, la réflexion collective et, je l'espère, l'action publique. Je voudrais, pour finir ce propos introductif, partager avec vous deux convictions profondes. Je crois d'abord que nous devons être capables collectivement de renouer avec la conversation française. L'esprit français, c'est le sens de la répartie, celui de la finesse. Comment se satisfaire de ce salmigondis d'exclusion, de mise à l'index et d'anathèmes qui hantent désormais le débat public sur les réseaux sociaux? Le terme de débat devient d'ailleurs impropre car bien souvent, plus personne ne s'écoute. On se disqualifie, on s'insulte, on s'exclut. Je ne peux pas croire que nous n'arrivions à en sortir. Je crois aussi, et c'est un message d'espoir, que les progrès technologiques et l'innovation peuvent aujourd'hui réellement être mis au service de la démocratisation culturelle, de l'accessibilité, de la rencontre avec de nouveaux publics. Je songe en particulier à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à l'immersivité. La vocation de l'innovation est de lever les barrières. Malgré tous les efforts accomplis, il y a encore beaucoup à faire pour rapprocher les publics des œuvres, de leur beauté et de l'émotion qu'elles procurent.
Nous pouvons dans ce domaine accomplir des progrès de géants. C'est pourquoi les pouvoirs publics se mobilisent résolument sur ce sujet. Le président de la République vient d'annoncer que la production de nouveaux contenus culturels et créatifs était un des 10 objectifs du programme France 2030. 600 millions d'euros seront consacrés à ce thème dans les prochaines années pour construire les studios du futur, renforcer nos formations d'excellence et créer de nouveaux contenus 3D et immersifs. Ces sommes s'ajouteront aux 400 millions d'euros que nous consacrerons dans le cadre du 4e programme des investissements d'avenir à l'accélération de l'innovation dans tous les domaines des industries culturelles et créatives. J'ai annoncé notre stratégie en la matière à la fin du mois de septembre. Au total, c'est 1 milliard d'euros qui est aujourd'hui prévu pour transformer en profondeur nos industries culturelles et créatives. 2 objectifs nous guident. Qu'à l'ère du numérique, la culture française continue durablement de nourrir notre imaginaire, que se fortifie la double promesse qu'elle porte en elle, celle de l'émancipation individuelle et celle du lien collectif. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous de fructueux travaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission nationale de l'éducation et de la culture, chers participants, c'est un grand plaisir pour moi de participer au colloque d'aujourd'hui. Remettre la culture numérique au service du projet d'émancipation des Lumières, c'est permettre à tous de participer à des discussions comme celles que nous allons avoir. Et je souhaite saluer l'ensemble des participants qui nous suivent, ici même à l'Assemblée nationale, mais aussi via le numérique. La transformation digitale s'accompagne en effet de nouvelles opportunités, non seulement pour communiquer, mais aussi pour édifier des sociétés du savoir qui soient inclusives et pour réaliser aussi les objectifs du développement durable. Cependant, les transformations technologiques rapides comportent également des risques, ceux liés au respect de la vie privée et des droits fondamentaux, mais aussi ceux liés à la fracture numérique entre les pays et même au sein d'un même pays que nous devons combler pour garantir cette transformation digitale réussie. Aussi, l'UNESCO préconise une approche qui évite à la fois l'utopisme technologique et la pensée dystopique du déterminisme technologique. Pour relever les défis multiformes et façonner l'écosystème numérique, nous devons suivre une approche fondée sur des valeurs et des principes universels. Les droits de l'homme, y compris la liberté d'expression et le droit à l'éducation, l'ouverture et l'inclusion, l'accès à l'information pour tous dans le respect de la diversité culturelle, la diversité linguistique aussi, ainsi que l'égalité des genres et une gouvernance multipartite du numérique qui protège les personnes vulnérables des risques et des préjudices. C'est dans cette perspective que l'UNESCO a développé ses indicateurs de l'universalité de l'Internet, utilisés pour effectuer des évaluations nationales du développement numérique. Ceci a été déjà réalisé dans 33 pays à travers le monde. Via ce cadre, nous posons les bases du développement d'un Internet fondé sur les droits, un Internet qui soit ouvert, qui soit accessible, qui soit inclusif et qu'il soit multipartite, conformément au principe de l'universalité de l'Internet adopté par la Conférence générale de l'UNESCO. Ces principes ont initialement été développés pour l'Internet, mais ils sont aujourd'hui applicables à l'ensemble de l'écosystème numérique. Cet écosystème qui est au cœur de nos discussions aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou d'autres technologies telles que le big data, le blockchain ou l'Internet des objets. Le premier sujet de discussion de ce colloque porte sur notre attention dans l'environnement numérique.
Alors que les algorithmes nous permettent désormais d'économiser des efforts pour nous fournir des informations et des données rapidement, il est important de noter les effets néfastes de l'utilisation d'algorithmes sur la liberté d'expression, le droit à l'information et à la vie privée, la capacité de chacun de former ses opinions librement. La confidentialité en ligne est souvent enfreinte lorsque les systèmes basés sur l'IA sont utilisés pour la collecte opaque de données, le partage de données avec des tiers, ainsi que le suivi et le profilage des individus. Mais dans le même temps, les systèmes intelligents sont également utilisés pour surveiller les contenus haineux en ligne et les atteintes à la vie privée et peuvent donc également contribuer à répondre efficacement à ces défis. Les solutions ne résident pas dans la technologie elle-même, mais bien dans la communauté mondiale et les multiples acteurs qui la composent, qu'il s'agisse de gouvernements, du secteur privé, du monde académique, de la société civile, des médias ou des organisations internationales. Nous devons unir nos forces pour garantir que les développements numériques soient pleinement alignés sur les principes des droits de l'homme, d'ouverture, d'accessibilité et de gouvernance multipartite. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la personnalisation et la modération du contenu sur les plateformes en ligne en particulier nécessite une gouvernance plus étroite pour protéger la liberté d'expression et le droit à la vie privée. L'UNESCO soutient les appels à une plus grande transparence dans la façon dont les algorithmes filtrent, marquent et suppriment le contenu en ligne et travaille à ces fins avec toutes les parties prenantes concernées, appelant à un dialogue mondial sur la façon de favoriser la transparence et la responsabilité dans l'écosystème numérique. Un autre grand thème de ce colloque, la démocratie à l'ère du numérique. Ce thème revêt une importance particulière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors même que les citoyens se tournent de plus en plus vers l'Internet pour chercher et partager l'information, nous devons lutter contre la désinformation et les discours de haine qui prolifèrent en ligne et qui incitent à la discrimination et à la violence. Parallèlement à l'émergence des médias sociaux comme un canal important pour le partage d'informations, nous assistons aussi à une tendance consistant à faire taire les journalistes par le biais d'abus en ligne et d'attaques basées sur leur travail et leur identité. Face à ce défi, l'UNESCO demeure pleinement engagée à promouvoir et protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes en ligne et hors ligne. Les actions mondiales pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 ont également révélé plus que jamais la nécessité d'un accès inclusif à l'information et à l'Internet pour garantir la démocratie. Et nous devons tirer les leçons de cette crise pour reconstruire en mieux en favorisant le développement d'un espace public inclusif sur Internet. Les décideurs politiques ont un rôle clé à jouer à cet égard. La conception des politiques, des cadres, des réglementations en matière d'IA et d'autres technologies numériques doit en effet être centrée sur l'humain et être multipartite et prendre pleinement en compte les groupes sous-représentés et leurs intérêts dans l'espace public. Il est urgent que nous trouvions des solutions aux défis que j'ai évoqués et qui sont au cœur de nos discussions aujourd'hui. Reprendre le contrôle de notre économie et de l'attention, garantir une utilisation intelligente et centrée sur les droits de l'homme, ainsi qu'un écosystème numérique exempt de désinformation, de discours de violence et de haine. Nous devons le faire pour notre société et pour les générations futures qui vont vivre avec le succès ou l'échec des actions et des décisions que nous prendrons aujourd'hui. Cela m'amène au dernier point que je souhaite aborder, peut-être le plus important à long terme. De quelle culture numérique avons-nous besoin pour promouvoir l'autonomie et le développement des capacités des enfants et des jeunes à relever les défis d'aujourd'hui et de demain? Les principes de respect des droits de l'homme, d'ouverture, d'accès et de participation multipartite doivent être adoptés dans nos systèmes éducatifs pour garantir que la prochaine génération sera en mesure de prévenir et de répondre efficacement aux défis que j'ai mentionnés et de comprendre ceux qui se présenteront à l'avenir. L'engagement des jeunes dans les débats mondiaux sur l'intelligence artificielle est essentiel, étant donné que les avancées dans ces domaines ont un impact direct sur eux et sur les manières dont ils utilisent ces technologies, y compris l'Internet et les services en ligne.
L'UNESCO expérimente des formats innovants pour impliquer les jeunes. Par exemple, nous développons actuellement une bande dessinée sur l'intelligence artificielle pour présenter les conséquences de cette technologie sur la liberté d'expression et les droits de l'homme d'une manière engageante et lisible pour les jeunes. Mesdames et messieurs, il y a 4 siècles, le mouvement des Lumières a appelé au triomphe de l'équité sociale et de la raison sur la croyance. Les questions dont nous discuterons aujourd'hui sont d'une importance capitale, car elles abordent ces mêmes principes dans un environnement bouleversé par la transformation numérique rapide. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces pour mettre à profit les technologies numériques au service du développement durable de la communauté mondiale, tout en veillant à ce qu'elles respectent les principes d'équité sociale. Ces principes se traduisent par une approche ouverte, accessible et fondée sur les droits de l'homme. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis, le président Bruno Studer m'a coupé l'herbe sur le pied tout à l'heure, mais c'est bien normal puisqu'il est géographe. Le symbole qui a été choisi, la magnifique photo qui a été choisie pour illustrer ce colloque, évidemment, je l'avais remarqué, j'y étais très, très sensible, c'est la lumière au service de l'humanité dans le cadre d'une mondialisation qui s'accélère. Et nous devons mettre de la lumière dans tous les sens du terme sur tout ce qui concerne justement la culture numérique, où l'opacité est malheureusement trop souvent au service de projets qui ne sont pas bons pour l'avenir de l'humanité. Alors j'ai l'honneur d'être encore secrétaire perpétuel. Le mot n'a guère de sens puisque c'est un mandat limité maintenant, et c'est tant mieux, de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors 2 mots qui souvent ne vont pas bien ensemble, en particulier quand on en parle dans le grand public. Comment la morale et la politique peuvent-elles cohabiter? Eh bien non, la morale, c'est les sciences morales, c'est l'étude des mœurs de l'humanité, et la politique, c'est ce qu'il y a de plus noble. Ce ne sont pas les députés ici présents qui me contrediront, puisque c'est la gestion sage des affaires de la cité. Alors notre académie, qui a été fondée à l'époque des Lumières, enfin, c'était une classe de l'Institut de France en 1795, s'est emparée de sujets de société dès le début. Ça n'a pas forcément beaucoup plu à Bonaparte, qui en 1803 a décidé que ces idéologues, c'est comme ça qu'on les appelait, étaient vraiment trop gênants, et il a supprimé la classe morale et politique de l'Institut de France, et il a fallu le gouvernement éclairé de François Guizot en 1832 pour que le roi Louis-Philippe soit convaincu qu'il fallait créer une compagnie de savants pour réfléchir aux grands problèmes de société. Eh bien, c'est ce que nous tentons de faire, peut-être maladroitement parfois, mais en tout cas, nous tentons de faire, de nous emparer des grands sujets de société. Au début, ça a été le travail des enfants. Et beaucoup plus récemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Académie, mais des sujets aussi variés que la question des programmes d'économie du secondaire, qui par 2 fois notre Académie s'est penchée sur eux récemment, et sur la loi de bioéthique aussi, et aujourd'hui sur les questions du numérique grâce au travail extraordinaire qu'accomplit mon confrère et ami et ancien collègue de la Sorbonne, Daniel Andler, ici présent, et qui est à l'origine, avec d'autres évidemment, de ce grand colloque. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par les premiers intervenants. Les questions du numérique sont devenues essentielles et elles sont au cœur d'une espèce de grand paradoxe, mais c'est au fond la condition humaine. Beaucoup d'inventions humaines sont en elles-mêmes, j'allais dire, neutres. Elles peuvent être extraordinaires, elles peuvent apporter un bien-être et un mieux-être à l'humanité, mais elles ont aussi une face sombre, elles ont aussi, malheureusement, elles peuvent avoir des conséquences aliénantes, et le numérique, c'est vraiment typiquement l'une de ces inventions, mais je dirais, c'est un peu comme l'argent, c'est un peu comme le nucléaire et bien d'autres choses. Ça peut être extraordinaire, ça peut être très positif pour l'humanité, et ça peut être en même temps mortifère au dernier degré. Donc nous devons porter un regard humaniste, un regard éclairé, lumière, un regard éclairé sur cette question du numérique pour que l'extraordinaire progrès technique qu'il représente soit au service de l'humanité et non pas au service de son aliénation. Donc la maîtrise, tout le monde sait que la maîtrise du numérique
au fond, c'est le plus grand pouvoir qui existe à la surface de la Terre. Lorsque le président Poutine dit, à juste titre, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde, je ne sais pas comment il faut l'interpréter dans sa bouche, mais en tout cas, il l'a dit et il a mille fois raison. Mais le principal, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule personne ou un seul pays ou une seule idéologie qui maîtrise cette technologie, qu'elle soit partagée et qu'elle serve au contraire à un mieux vivre ensemble des habitants de cette planète. Éviter donc tout ce qui a été dit sur la diffusion de la haine, la désinformation, c'est évidemment une chose qui nous préoccupe beaucoup à l'Académie des sciences morales et politiques et qui est au cœur au fond de la paix dans le monde, parce que sinon, ça peut aboutir à de véritables catastrophes. Alors, Daniel Andler, dans le cadre des travaux de l'Académie, a imaginé, avec l'aide de la Fondation Del Duca, qui est une des plus grosses fondations de l'Institut de France et qui est au service des travaux des académies, Daniel Andler a eu l'idée de créer de fonder une grande enquête qui s'appelle TESACO, technologie émergente et sagesse collective. Je pense que ces mots de sagesse collective sont extrêmement forts et je remercie Daniel de les avoir mis parce que technologie émergente, on voit ça partout. La sagesse collective, c'est vraiment notre travail à tous et je pense qu'à l'Assemblée nationale, c'est important de le souligner aussi. Donc, ce travail qui a été accompli dans le cadre de TESACO a abouti déjà à plusieurs manifestations, à plusieurs colloques. Il y en aura encore d'autres. Il y a le 24 novembre un colloque Mythes et Machines qui va se rapprocher, en tout cas qui convergera avec celui d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est 4 ans de travail collectif avec des académiciens, mais aussi des chercheurs de toutes disciplines. Daniel Andler est philosophe, mais philosophe des sciences, et donc il a l'habitude de travailler avec des spécialistes de toutes les disciplines qui sont représentées à l'Académie des sciences ou à l'Académie des technologies. Donc, parmi les tables rondes d'aujourd'hui, il présidera la dernière, qui traitera d'un thème absolument majeur face à la question numérique, c'est celui de l'éducation. Au fond, Bruno Studer s'en souvient peut-être, c'est un slogan que nous avions inventé pour le Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. L'ignorance géographique est une arme de destruction massive. On peut généraliser, l'ignorance est une arme de destruction massive et par conséquent, nous ne sortirons la planète et l'humanité, nous la sauverons de ces vieux démons que par l'éducation. Il est évident que j'entendais hier Bertrand Piccard, le navigateur en avion solaire, à qui on posait des questions sur la démographie galopante dans le monde. Il disait, mais attendez, oui, c'est un vrai problème, mais d'abord éduquons les gens, et on s'aperçoit que lorsque, dans les pays éduqués, eh bien, la démographie tombe toute seule et arrive à un niveau tout à fait acceptable. Donc, vraiment, l'éducation est au cœur de tous les problèmes de l'humanité, pas seulement économiques, mais tout simplement au cœur de la liberté. L'éducation, ça sert tout simplement à développer, c'est un exhausteur de liberté. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps parce que vous avez beaucoup de travaux et je crois qu'on a déjà été très long dans les propos introductifs. Donc, très belle journée, magnifique table ronde. Et puis, je crois que le propos conclusif sera fait par l'un de nos confrères de l'Académie, je ne sais pas s'il est arrivé, des sciences morales et politiques, qui est tout simplement Jean Tirole, l'un de nos prix Nobel dont nous sommes très fiers. Merci de votre attention et très bonne journée. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le secrétaire sous-directeur général de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs, qui nous avez fait l'honneur de vous joindre à nous aujourd'hui dans la salle, dans cette salle illustre de l'Assemblée nationale et aussi par visioconférence. Je salue l'ensemble des participants qui nous ont rejoints par visioconférence. Avant de lancer la première table ronde, je voulais tenir à revenir sur d'abord le sens et l'ambition de ce colloque et puis vous en présenter rapidement le déroulé. Web des Lumières, c'est à la fois une formule séduisante, magnifique, mais qu'on pourrait croire vaine. Nous croyons au contraire qu'il s'agit là d'une ardente nécessité. L'idéal des Lumières, c'est le fondement de notre projet de civilisation. Or, la capacité à penser par soi, le pouvoir d'agir individuel, la capacité à délibérer collectivement, qui sont au cœur de ce projet, sont tous les trois bouleversés par la culture numérique. J'en veux pour exemple l'économie de l'attention, qui est au cœur du modèle économique des réseaux sociaux et qui nous oblige à trouver de nouveaux moyens pour protéger notre bien le plus précieux,
notre moyen précieux, c'est notre temps de cerveau disponible, et protéger l'esprit critique. J'en veux également pour exemple l'usage croissant de l'intelligence artificielle pour organiser le travail humain, qui bouleverse la capacité d'action des travailleurs. Il est urgent de trouver un meilleur équilibre entre l'exploitation légitime du potentiel de productivité de l'IA et la préservation des droits et de l'autonomie des travailleurs. L'espace numérique, troisième illustration, et en particulier les réseaux sociaux, n'ont pas seulement envahi l'espace public, il a profondément transformé l'espace public. Il est donc urgent de réinventer les conditions d'un espace public numérique qui promeuve l'esprit critique et la délibération collective. Enfin, il est urgent de permettre à nos enfants plus vulnérables par leur manque de maturité de reprendre le contrôle de leur environnement numérique, car c'est le développement ou non de leur capacité, de leur potentiel qui est en jeu. Ces 4 thématiques que je viens de présenter, vous l'aurez compris, nourrissent les 4 tables rondes de notre colloque. Et pour paraphraser l'expression de Roselyne Bachelot tout à l'heure, je dirais que la culture numérique est au XXIe siècle au cœur des batailles pour la culture, au cœur des batailles pour l'éducation, au cœur des batailles pour la démocratie. Et c'est donc une bataille qu'on ne peut pas se permettre de perdre, car elle conditionne désormais la poursuite de notre projet de civilisation et, partant, ce qui fonde notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ce colloque soit international, car si les contextes varient d'un pays à l'autre, les enjeux sont communs et les solutions ne viendront que d'efforts conjoints. C'est pour ça que nous avons aussi voulu résolument orienter ce colloque vers la production et la discussion de propositions concrètes tournées vers l'action. En tant qu'organisateur, nous nous devions de donner l'exemple. Vous avez donc reçu en entrant, en plus du programme du colloque avec la présentation des 40 speakers et modérateurs internationaux qui nous font l'honneur aujourd'hui d'intervenir, 3 livres blancs de propositions produits par Hashtag le plus important, en collaboration pour le premier d'entre eux avec le programme TESACO de l'Académie des sciences morales et politiques. D'une économie à une culture de l'attention, 15 propositions pour reprendre le contrôle de notre attention et favoriser la capacité à penser par soi. Reprendre le contrôle de l'IA au travail, 20 propositions pour promouvoir un management algorithmique responsable. Protéger la démocratie à l'ère des réseaux sociaux, 25 propositions pour réguler l'espace public numérique et préserver l'esprit critique et la délibération collective. Vous avez bien sûr reconnu les thèmes des 3 premières tables rondes. Un 4e livre blanc sur l'éducation des enfants aux usages constructifs du numérique arrive bientôt. Avant de passer enfin la parole au speaker de notre première table ronde, je voudrais, pour conclure, souligner 3 points sur l'organisation du colloque. D'abord, je voudrais remercier les institutions dont le soutien a rendu possible la couverture des frais du colloque, donc la Fondation Delduca, les sociétés Le Pont et Miracle et la Fondation d'entreprise Cyber d'Impact. Merci à chacune d'entre elles. Ensuite, je voudrais vous inciter à poser des questions aux speakers, ici ou via visioconférence. Une large temps des tables rondes est consacré à cet échange avec vous. Enfin, puisqu'on parle de débat et d'espace public, nous animons un live tweet tout au long du colloque avec donc ces 2 hashtags, Web We Want et Web des Lumières. N'hésitez pas à y contribuer. Au nom de tous mes collègues, je tenais à vous exprimer notre reconnaissance d'être venus ici aujourd'hui, notre fierté d'être si bien entourés et notre détermination à remettre la culture au service du projet d'émancipation des Lumières, car à nos yeux, c'est cela le plus important. Je vous remercie et j'invite les speakers de la première table ronde à nous rejoindre à la tribune.